C'est ça qui est merveilleux dans notre métier, c'est qu'on a besoin de tous les corps. On a besoin de gros, de maigres, de grands, de petits, de vieux, de jeunes. Autant on peut jouer un spectacle dans des pendrillons noirs où il n'y a pas de décor, mais les comédiens, on les voit. Et comme on voit les comédiens, il faut qu'ils soient habillés, à moins que le concept ce soit qu'ils soient à poil. Parfois, on est conscient de faire des spectacles plus ou moins bons. On n'a pas nécessairement besoin dans sa vie pour survivre d'aller au théâtre. Donc il faut donner assez envie pour que les gens viennent dans nos théâtres. Celle-ci, j'ai couché avec, donc je ne veux plus jamais jouer avec elle parce qu'elle m'a plaqué. Il faut vraiment comprendre qu'il y a un aspect humain puisqu'on va travailler des jours entiers pour vivre une aventure avec des gens avec qui il faut avoir une confiance. On fait un métier archaïque qui, depuis la Grèce antique, est le même. Ce sont des gens qui jouent, qui interprètent devant des gens qui écoutent. Mais par contre, il faut qu'on soit extrêmement moderne et à la page dans la communication. Quand dans une salle comme ça où il y a 250 places, on ne peut pas mettre un pognon de dingue dans la communication. Hein. Le dernier mot, c'est pas le metteur en scène. Non. Bonjour, je suis Xavier Vitton, donc je suis comédien, chanteur, metteur en scène, directeur de théâtre. De temps en temps, j'écris des pièces, donc je me donne le titre très ambitieux de dramaturge. J'ai aussi créé, avec mon comparse Nicolas Delas, 4 théâtres à Bordeaux. Enfin non, plus exactement, j'en ai créé 2, qui sont le Café-Théâtre des Beaux-Arts et le Théâtre Victoire. Et j'en administre 2 aujourd'hui, le Théâtre Trianon et le Théâtre Molière, dont je suis le directeur. J'ai joué par exemple dans des pièces un peu connues, comme Les Hommes viennent de Mars et Les Femmes de Vénus, dans des pièces beaucoup moins connues. J'ai joué aussi à côté de comédiens plus ou moins connus. La dernière en date, c'est la pièce qui s'appelle Quelle famille, et j'ai joué aux côtés de Armelle, Elisabeth Buffet, Jean-Pierre Castaldi, Pierre Douglas. Et puis, je continue de jouer, mais mon métier préféré, c'est le métier de metteur en scène et de directeur de théâtre, parce que on a la liberté que les spectateurs veulent bien nous laisser avoir. Moi, ce que j'aimerais découvrir avec toi, c'est ce qui se passe entre le moment où une personne a une idée dans sa tête de ce que deviendra Les femmes viennent de Mars et les hommes de Vénus. C'est le contraire. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le moment où il y a une personne qui se réveille un matin avec l'idée de cette fiction et le moment où il y a des gens qui se lèvent et qui applaudissent à la fin d'un spectacle? Quels sont tous les métiers qui interviennent et qui rendent ce spectacle-là possible? Bien sûr. Alors, si on parle de ce spectacle-là, du moment où il y a la création jusqu'au moment où il y a les spectateurs, il y a beaucoup de métiers. On va dire qu'il y a 3 grandes familles de métiers. Il y a la famille de la création du spectacle, de la production, et ensuite il y a la famille de la diffusion de ce spectacle, et ensuite il y a la famille de l'exploitation des salles de spectacle, qui là est autre chose, qui n'a rien à voir avec les 2 premières. Commençons du coup par la famille de la création. De la création, voilà. Ce qu'on appelle nous la création et la production. Là en l'occurrence, on part d'un auteur qui a écrit un roman, qui a fait état pendant une quinzaine d'années d'études, de relations entre l'homme et la femme dans le couple, et qui a fait tout un roman presque scientifique. Et là, il y a un monsieur, en l'occurrence Paul Devendre, qui s'est dit, avec ce roman scientifique, j'aimerais bien en faire un spectacle. Ce qu'il faut faire, c'est une adaptation. Il faut adapter ce roman au départ au fait que ça devienne un spectacle. Et là, il y a un métier qui s'appelle adaptateur. C'est-à-dire quelqu'un qui lit le spectacle, et en l'occurrence, c'est ce monsieur dont je te parle, Paul Devendre, qui a lu le roman, qui l'a bien exploité, qui en a vu tous les tenants et les aboutissants, et qui a pris la substance utile à en faire un spectacle pour la mettre éventuellement dans le script d'un spectacle. D'accord. Donc lui, il a adapté. Tout ça avec l'accord de l'auteur, bien sûr. On ne pique pas un roman en disant, en se lavant les mains, évidemment, c'est des histoires de droits d'auteur, d'agents, etc. Cet adaptateur, une fois qu'il a écrit le spectacle, il va le mettre dans les mains de quelqu'un qui va relire, ça va être ton primo-lecteur. Alors on va utiliser un anglicisme qui s'appelle script doctor, c'est-à-dire un médecin du script, ou un médecin de l'histoire, qui va dire, là c'est un peu long, là c'est un peu court, là il manque une vanne, là il faut que tu fasses rire, là il faut que tu émeuves. Et c'est un échange entre l'adaptateur et le script doctor. Donc c'est un nom de métier, c'est un métier, script doctor. Oui. D'accord. Alors c'est beaucoup plus connu dans le monde du cinéma, parce qu'en cinéma, quand on écrit des scènes qui se suivent pas forcément, et puis des épisodes, etc., le script doctor va même voir des erreurs de script. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une fontaine, et puis dans la scène 28, on a oublié qu'il y avait une fontaine, et du coup on fait faire quelque chose au comédien qui n'est pas possible. Mais le script doctor, c'est quand même quelqu'un qui initialement a été auteur, non? Oui. Oui, d'accord. Il peut être auteur lui aussi. Ok. Oui. Après, les métiers sont toujours intermêlés. Tu peux écrire une pièce et jouer dedans et la mettre en scène. Les couteaux suisses. Exactement. Donc, auteur, adaptateur, script doctor. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il va falloir mettre cette pièce en scène. Pour la mettre en scène, on a besoin de plusieurs métiers. On a besoin du metteur en scène, qui va être le chef. En accord avec celui qui a écrit la pièce, soit il lui met la main il lui met la pièce dans les mains, en lui disant « t'as la pièce, tu en fais ce que tu veux », il va faire une réécriture. C'est un peu le réalisateur et le scénariste dans le cinéma. Le scénariste a écrit le scénario, mais parfois la façon dont c'est filmé
recrée une nouvelle lecture artistique du scénario qui le rend plus beau ou parfois raté. Là, en l'occurrence, nous, c'est le metteur en scène, c'est vraiment généralement l'homme ou la femme clé d'un spectacle parce qu'elle peut vraiment ou détruire un scénario ou le sublimer rien qu'à la façon dont elle a ou il a l'idée de la mise en scène. Ce metteur en scène va travailler avec un corps de métier très important qui est le scénographe. Okay. C'est-à-dire celle qui va faire l'esthétique du spectacle, le décor. Le décor, ok. Soit il s'occupe de tout, c'est-à-dire décor, lumière, etc., de tout l'aspect esthétique. Soit il s'occupe que de la partie décor quand il y en a une. Il fait une maquette. Une fois que la planche est acceptée par le metteur en scène, qui est quand même le chef de tout ça, il propose des décors, il en propose 1, 2 ou 3, jusqu'à ce que le metteur en scène valide, parce que lui, il a des besoins. Il va dire, ah oui, mais là, j'ai besoin que le comédien rentre de ce côté-là, j'ai besoin d'avoir un arbre, j'ai besoin d'avoir une fontaine, j'ai besoin d'avoir des télés, j'ai besoin d'avoir un bureau, okay. J'ai besoin pour réaliser l'histoire. Le décorateur va prendre les besoins, mais il va donner à ces besoins un imaginaire et une esthétique. Et un vrai bon scénographe saura même presque parfois imposer au metteur en scène son esthétique. Et le metteur en scène va se glisser dedans parce qu'il trouve que c'est tellement beau et tellement esthétique que lui, il va s'adapter à ça. Souvent, les metteurs en scène, ils ont leur scénographe avec qui ils bossent. Ouais, c'est ça, c'est des vrais binômes. Quoi. Oui. Tout le monde se rappelle de ce couple Roger Hart et Donald Caldwell. Quand on a de la culture dans le milieu du théâtre. Oui, mais c'est au théâtre ce soir, mais tu es trop jeune pour reconnaître, mais tous ceux qui sont de ma génération se rappellent de Au théâtre ce soir. D'accord. La scénographie en spectacle est quelque chose de très important. Elle peut être à la fois très pure et très simple, une chaise sur scène, mais c'est à la façon dont elle sera disposée et éclairée qui fera qu'elle sera une belle scénographie, ou des fois quelque chose d'extrêmement complexe, très technique, avec des tournettes et des décors qui arrivent de partout, 21 tableaux. Et là, ça veut dire qu'il faut un scénographe qui sache vraiment faire les plans de son décor, parce que son travail aussi, c'est faire les plans, imaginer l'artistique, mais derrière faire les plans techniques, c'est-à-dire comment il va s'imbriquer, comment on va le monter, démonter, comment il rentrera dans le camion quand il y a des tournées, parce que ça, c'est le scénographe qui doit penser à tout ça. Combien de personnes il faudra pour qu'il soit monté? Est-ce qu'il faut 2 bras, 3 bras, 4 bras? Combien d'heures de service il faudra pour monter le décor quand il y a des tournées, par exemple? C'est important de dire, est-ce qu'il faut une matinée, une journée pour le monter? D'accord. Ça, c'est le scénographe qui pense à tout ça. Ok. C'est un architecte, en fait. Et le scénographe, il pense et il fabrique, ou il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour la fabrication? Alors, le scénographe, c'est vraiment le penseur, c'est-à-dire l'architecte. Mais on ne peut pas demander à un architecte d'être électricien, ou d'être plâtrier, ou d'être maçon. Ça, c'est le constructeur. Une fois que les plans sont réalisés, on donne ça au chef d'atelier de décor. Et lui, le chef d'atelier, va interpréter les plans du décorateur pour essayer le plus fidèlement possible réaliser ce que le décorateur, le scénographe ou la scénographe, quand je dis le, pardon, mais ça sera toujours le là, je ne vais pas le dire 100 000 fois, hein, on fait un terme générique. C'est comme ça que lui, il va avoir les planches et il va des fois demander même des précisions. Mais donc, dans chaque théâtre, il y a un atelier avec un chef d'atelier? Alors, soit il y a un atelier adossé au théâtre qui a ses propres ateliers, soit on sous-traite à un atelier décor qui ne fait que ça, qui ne fait que construire des décors. Du coup, pour plusieurs théâtres. Exactement, exactement. Et ça, c'est très courant à Paris, par exemple. Il y a plusieurs ateliers décors qui sont connus. Pardon, j'avais oublié de mettre sur silencieux. Le chef d'atelier, lui, va dire, voilà, il me faudra à peu près tant de temps pour construire ce décor. Le chef d'atelier va viser ça, va viser ce dont il a besoin comme matière première. C'est comme un chef cuisinier, en fait, qui fait ses stocks pour faire ses plats. C'est un métier extrêmement intéressant, très technique, il faut vraiment connaître, et qui est en mesure, en plus, de trouver des solutions à la construction. Parce que parfois, l'artiste, il a inventé un truc, un escalier en colimaçon qui tourne et qui descend, mais il faut trouver la solution technique pour le faire. Alors, soit le scénographe la connaît, il va dire, moi, je pense qu'on pourrait faire comme ça. Soit, par contre, il la connaît pas et il demande à son chef d'atelier, comment tu pourrais me réaliser ça? Mais là, tu me parles de tout ça, moi, ça m'évoque quand même une partie budget qu'on va peut-être pas nous échanger. Peut-être que ce sera plus avec Miguel tout à l'heure, mais ça demande des sous, là, tout ce que tu dis. Donc, un spectacle avec zéro, on peut pas en faire. Le problème, c'est que dans notre métier, les gens, ils ont acheté leur place. Ils mettent 20, 30, 40 euros dans une place, donc ils ont envie d'un résultat à la fin. Il faut que ça mérite l'argent qu'ils ont mis, ce qui est normal. Avec ce chef d'atelier, tu auras tout un tas de métiers connexes qui sont attachés au décor. Peintre en décor, ferronnier, menuisier, tout ce qui est toile, tissu, etc. Il y a plein de métiers pour réaliser un décor, selon la complexité du décor. Tu me dis toile, tissu, ça me fait penser à costumier. Vous avez des costumiers Exactement, ça c'est l'autre métier très important. Parce que autant on peut jouer un spectacle dans des pendrillons noirs où il n'y a pas de décor, mais les comédiens, on les voit. Et comme on voit les comédiens, il faut qu'ils soient habillés. À moins que le concept, ce soit qu'ils soient à poil. Mais sinon, il faut qu'ils soient habillés. Habiller des comédiens et des comédiennes,
ça n'est pas facile. Ben, c'est normal, c'est normal. Quand on s'expose au public, il faut vraiment qu'on se sente à l'aise dans le costume que l'on porte. Et donc, c'est pour ça que le costumier a une grande importance. Et en plus, le costumier a autre chose, c'est qu'il doit rentrer dans l'esthétique générale de ce qu'a voulu le metteur en scène, mais de s'adapter à la mentalité, à l'esthétique et au corps du comédien. C'est que nous, sur scène, c'est ça qui est merveilleux dans notre métier, c'est qu'on a besoin de tous les corps. On a besoin de gros, de maigres, de grands, de petits, de vieux, de jeunes, mais tous ces corps-là ne s'habillent pas de la même façon, ce qui est normal. Une dame d'un certain âge qui va avoir du mal à marcher, on ne va pas lui mettre des talons aiguilles ou boutins. Donc ça, c'est le costumier qui va... Personne ne devrait marcher avec des talons aiguilles. Ça, c'est vrai. Je suis bien d'accord. Et ensuite, qu'il sache trouver et faire réaliser les costumes qu'il a imaginés, parce que le costumier, c'est pareil, c'est un architecte. D'accord, il ne fait que penser les costumes, c'est pas lui qui les coud. Non. D'accord. Ça, c'est le chef d'atelier de costume. Ok. Voilà. D'accord. Lui, il dessine le costume, il dessine la planche, il ou elle dessine la planche technique du costume, en disant ça sera tel tissu, telle étoffe, telle couleur. Et là, il le passe à l'atelier. Alors, soit on fait fabriquer les costumes sur mesure, alors là, ça veut dire qu'on a un budget quand même assez conséquent. Ouais. Soit on fait de la customisation de costumes, c'est-à-dire on va acheter des costumes dans le commerce, mais il ne faut pas qu'on ait l'impression d'avoir CA sur scène. Même si on a acheté chez CA, on va travailler dessus, on va faire des gdic, des gdac. Il peut arriver qu'il y ait des costumiers qui soient aussi à l'aise à coudre et à réaliser. Ok. Du coup, j'imagine que sur une pièce de théâtre, par exemple, historique, où les costumes sont assez durs à enfiler et à enlever, c'est pas le costumier ou la costumière qui est dans les coulisses pour mettre les robes aux comédiennes. Tu as tout à fait raison, ça s'appelle une habilleuse. Alors je dis habilleuse parce que c'est plus souvent des femmes que des hommes, mais pas toujours. D'accord. Le dernier spectacle que j'ai fait, c'était un garçon. Là, c'est un autre métier. Parce que l'habilleur-habilleuse, non seulement aide les comédiens et les comédiennes à s'habiller en coulisses ou quand il y a des précipités. Ce qu'on appelle un précipité, c'est quand il y a un changement rapide de costume. Mais il est aussi responsable de l'entretien des costumes. Il va les faire nettoyer parce que quand on transpire sur scène, c'est pas très agréable de se replonger dans sa transpiration de la veille. Il les repasse. Il remet chaque soir le costume dans l'état où on doit le trouver pour aller jouer. C'est un métier vraiment de service à l'interprète, dans l'ombre de l'interprète. Et c'est très précieux pour les femmes et les hommes qui sont sur scène d'avoir une bonne habilleuse ou un bon habilleur. Un métier dont on n'a pas encore parlé, enfin on a parlé par petites touches, mais on ne l'a pas évoqué, c'est comédien. Qui choisit les comédiens sur une pièce de théâtre? Alors, ça peut être deux personnes. C'est soit le metteur en scène, soit là ou le directeur de théâtre. D'accord, directeur de théâtre, on ne l'a pas vu encore. Ça, tu verras avec Miguel tout à l'heure. On va le mettre au bout de la chaîne. Ok. Ces deux personnes-là, généralement, travaillent en accord. Mais il peut arriver, ça m'est arrivé, que la directrice de théâtre m'impose la distribution. Moi, je suis metteur en scène, je suis engagé pour faire la mise en scène, mais je n'ai pas le choix de la distribution. Le dernier mot, c'est pas le metteur en scène? Non, c'est la direction. Mais par exemple, quand il y a des vedettes, même la vedette peut avoir dans son contrat la possibilité de révoquer un partenaire. Je ne veux pas jouer avec tel comédien ou telle comédienne. Parce qu'il ne me met pas en valeur ou parce qu'il me met en danger, parce qu'il n'est pas assez doué. J'ai été engagé comme vedette, donc je veux choisir qui joue à côté de moi. Et très souvent, la distribution se fait d'un commun accord entre les vedettes, c'est-à-dire les premiers plans, le metteur en scène ou la metteur en scène et le directeur ou la directrice de théâtre. Et quand il y a un producteur derrière en plus, parce que parfois il y a directeur de théâtre et producteur, ces deux-là doivent s'entendre aussi, pour savoir qui on va mettre dedans. Donc, le résultat d'un casting est le résultat de fortes négociations, dans lesquelles peuvent entrer tout un tas de critères auxquels on ne pense pas. C'est mon mari, c'est ma femme, je veux qu'il joue avec moi. C'est mon amant, c'est mon amante. Celle-ci, j'ai couché avec, donc je ne veux plus jamais jouer avec elle parce qu'elle m'a plaqué. Il faut vraiment comprendre qu'il y a un aspect humain, puisqu'on va travailler des jours entiers pour vivre une aventure extrêmement dangereuse, puisqu'on se propose au public, avec des gens avec qui il faut avoir une confiance. Il peut même arriver qu'en cours de spectacle, en cours de production, c'est-à-dire si on joue 150 fois une pièce, à la 70e, il y a eu une histoire d'amour entre deux personnes qui se finit mal et les deux personnes ne veulent plus jouer ensemble. Ouais, ça reste du travail, on s'est engagé sur 150 dates. Oui, mais non, ça ne se passe pas toujours comme ça. La comédie humaine n'est pas que sur scène. Non. C'est moi qui n'ai pas de cœur, je crois. Ouais, je suis pas sûr. Mais le fait est que, après, il ne faut pas qu'on pense que notre métier, c'est ça. Notre métier, c'est quand même aussi mettre nos problèmes dehors de scène, avec la valise que l'on dépose, tu vois. Et on oublie, et moi j'ai vraiment des comédiens ou des comédiennes qui ont perdu leur papa la veille et qui jouent le soir, qui ont eu des tragédies ou des gros problèmes personnels et qui faisaient les clowns sur scène, qui pleuraient juste avant d'entrer en scène, qui pleuraient en sortant de scène, et sur scène, tout le monde était mort de rire parce qu'ils jouaient une comédie. J'ai vu des gens, des danseurs danser avec un pied cassé.
et finir le ballet. Alors on en était, je crois, au costumier. Costumier, on a vu le comédien. Est-ce qu'il reste encore des métiers dans la partie création de pièces? Là, on a vu à peu près tous. Après, selon la richesse de la production ou la difficulté du spectacle, tu vas rajouter coiffeur, maquilleur. Donc, et ces comédiens pour qu'on les voit... Qu'est-ce que tu fais? Ah. Et donc ces comédiens, pour qu'on puisse les voir et les entendre sur scène, il nous manque quand même les métiers de la technique. Les métiers essentiels de la technique. Avec le chef ou la chef, chez moi c'est une chef, qui est la régisseuse générale. D'accord. Donc elle organise toutes les parties techniques. Comment on monte le décor, comment il arrive, comment il entre, qui le fait, combien de gens il me faut, qui éclaire, comment on éclaire, qui organise le planning et tout ça. C'est la régisseuse générale. D'accord, la chef d'orchestre. Voilà, oui. Là, chez moi, c'est une chef d'orchestre. Et en plus, elle s'occupe même des plannings de tous mes techniciens. Okay. Donc vraiment, c'est the big boss of the technique et qui, en plus, chez moi, est responsable de tous les théâtres en termes techniques. Okay. C'est un peu la chef de la salle. D'accord. Et la chef du personnel technique. D'accord. Qui est un personnel difficile à diriger. Parce que ce sont des gens qui ont un fort caractère, une forte compétence et donc qui exigent de ceux qui les dirigent d'être aussi compétents qu'eux. D'accord. Et donc, c'est quoi ces métiers? Alors, lumière, son. C'est deux grandes métiers familles. différents. Voilà. Oui. Il peut arriver que certains sachent faire les deux. Le son, c'est extrêmement compliqué. Et la lumière, il y a plein de lumières différentes, plein de projecteurs différents. Et ensuite, tous les branchements qui vont avec, la façon dont on peut allier les lumières, s'adapter au décor, s'adapter aux costumes, aux comédiens. Tout ça est très important parce que le public y est très sensible. C'est comme en cuisine. N'importe qui peut dire qu'un plat n'est pas bon, sans savoir pourquoi, mais... Oui, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Voilà, on dit, oh, le son, ou la lumière, voilà. Mais par contre, eux, c'est leur métier de voir que là, il y a une tache de lumière, que là, il y a machin, il y a une trace. Là, il n'est pas éclairé de la même façon quand on va de cour à jardin. Ça, c'est très important. D'avoir un bon éclairagiste, c'est très important. Bon, on a vu ensemble tous les métiers qui interviennent dans la création d'une pièce de théâtre, de l'écriture au jeu le jour J. Maintenant, tu vas voir avec Miguel comment on trouve une salle, comment on fait venir du public, enfin tout ce qui se passe une fois que la pièce est créée. Okay. Allez, super. Donc, une fois que la pièce est prête, la prochaine étape, c'est de trouver une salle. Comment on fait ça? Alors ça, c'est pas si facile. D'ailleurs, il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui disent « Oh, on aimerait bien avoir un bon commercial ou une bonne commerciale pour vendre le spectacle ». C'est le travail d'un diffuseur. Le diffuseur, en général, il a une entreprise avec laquelle il va prendre contact avec les théâtres ou tous les endroits où on peut jouer pour savoir si le spectacle en question peut intéresser, de sorte de le programmer dans la saison à venir. Okay. Donc le travail de diffuseur est un travail très ingrat, parce qu'il faut prendre son téléphone, c'est vraiment de la commercialisation de base en disant, voilà, j'ai tel spectacle, envoyer les fiches de spectacle, essayer de promouvoir le spectacle en disant, voilà pourquoi ce spectacle est bien, quel public il touche, etc. etc. Okay. C'est le travail de diffuseur, ça. Là, tu as dit quel public il touche. C'est lui qui sait ça ou c'est le metteur en scène qui a dit... Ah non, ça c'est le diffuseur. Okay. En fait, lui, le diffuseur, il va trouver la cible. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus pour un spectacle pour enfants. Selon, en plus, la programmation, la ligne éditoriale de la programmation d'un théâtre, si tu proposes une grosse comédie où on rit toutes les 3 secondes alors que c'est une programmation qui se veut pointue, ça ne va pas fonctionner. Inversement, si quelqu'un veut un spectacle populaire et que tu lui vends un spectacle de Victor Hugo, il va dire avec Victor Hugo, je vais avoir personne dans la salle. Pour lui, c'est un produit. Okay. Oui, oui. C'est un produit commercial comme un autre. Un diffuseur vend un spectacle comme un vendeur de chaussures vendrait des chaussures ou un vendeur de voitures vendrait des voitures. La seule différence, c'est que ce produit-là est difficile à mettre en œuvre. Donc derrière le diffuseur, il va falloir qu'il y ait un tourneur. Le tourneur qui est très souvent dans la même entreprise que le diffuseur. Il va organiser la tournée, c'est-à-dire qu'on a telle date à Nantes, telle date à Rouen, telle date à Paris, telle date en Suisse, etc. Donc lui, il va tout organiser. Comment viennent les comédiens? Dans quel train? Comment ils seront logés? À quelle heure ils arriveront dans la salle? Comment arrive le décor? Qui va le monter? Combien de temps il faut pour le monter? Comment on va les nourrir? Au régisseur. Où ils vont dormir? S'ils démontent le soir à telle heure, est-ce qu'ils ont le droit de conduire derrière? Parce qu'ils ont fait tant d'heures de travail, donc ils n'auront plus le droit. Il y a la loi du travail qui les protège, et tant mieux. Ils n'ont pas le droit de conduire un camion alors qu'ils ont fait 8 heures de travail dans la journée. Tout ça, c'est le tourneur qui organise. Et il y a un roadbook, c'est-à-dire un livre que tout le monde a, les comédiens, tout le monde, pour savoir à quelle heure je dois arriver, quel train je dois prendre, qui va vous accueillir, comment ça va se passer, quand est-ce qu'on se fait un raccord sur scène, à quelle heure rentre le public, à quelle heure on termine, où est-ce qu'on va manger après le spectacle, où est-ce que
On ne mange pas après le spectacle. Est-ce qu'on prend la route? Est-ce qu'on va dormir à l'hôtel? Ça, c'est le tourneur. Là-dessus, une fois que tu as bien tout programmé, tu as toujours un qui dit « Ah, mais moi, j'ai un problème avec ma mère. Moi, j'ai un problème avec mon chien. Le camion a percé. Grève de train. On doit jouer le soir. » Donc, location de voiture. Immédiatement, le tourneur appelle un loueur. Est-ce que vous avez des voitures? Il me faut 3 voitures parce que j'ai 8 comédiens, etc. Enfin, c'est des trucs incroyables, quoi. Il nous est arrivé des trucs incroyables. Et là, s'il n'y a pas un bon tourneur derrière, c'est une catastrophe. Un débrouillard, quoi. Ah oui, c'est incroyable. Et sur place, ma chambre me plaît pas. Il fait trop de bruit. Ou la vedette a des besoins. Elle a besoin de café. Il n'y a pas de café. Donc, il faut absolument que quelqu'un trouve du café parce que la vedette a besoin de café. Diffuseur, tourneur, on a la salle. Comment on remplit la salle? Là, ça, c'est plutôt le travail d'exploitant de salle ou de gérant ou de directeur. Et ça, c'est extrêmement compliqué de remplir des salles parce qu'on a un métier qui est un métier de loisir. Donc, on est au bout de la chaîne. On n'a pas nécessairement besoin dans sa vie pour survivre d'aller au théâtre. Même si je considère que si on doit se contenter de manger, dormir et travailler, la vie n'est pas drôle, mais quand même. Donc, il faut donner assez envie pour que les gens viennent dans nos théâtres. Voilà. Il y a le savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Et c'est aussi le travail du directeur de théâtre. Et c'est là la grande difficulté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un spectacle, qu'on considère être un bon spectacle, tous les directeurs et directrices de théâtre te diront que le spectacle qu'ils jouent chez eux est merveilleux. Parce qu'ils ont choisi les comédiens. Évidemment, ils ont tout choisi. Donc, ils peuvent pas se dédouaner. Même si parfois, on est conscient de faire des spectacles plus ou moins bons. Mais en l'occurrence, on y croit toujours et on a envie d'y croire. Mais là, il faut le faire savoir. Et aujourd'hui, communiquer, c'est difficile. Mais quand dans une salle comme ça, où il y a 250 places, on ne peut pas mettre un pognon de dingue dans la communication. Hein. Parce que acheter une page dans le Figaro, c'est 5 000 € pour une journée. Hein. Avant que j'ai 5 000 € de recettes de places de spectacle, il faut en remplir. Hein. Donc, savoir remplir une salle, c'est tout un tas de petites techniques de communication, de bouche à oreille, d'apparaître dans les programmations, sur les réseaux sociaux, etc. Pour nous, en fait, on a une grande difficulté, c'est qu'on fait un métier archaïque qui, depuis la Grèce antique, est le même. Ce sont des gens qui jouent, qui interprètent devant des gens qui écoutent. Depuis la Grèce antique, le théâtre, c'est ça. Mais par contre, il faut qu'on soit extrêmement moderne et à la page dans la communication. Donc on est sur un fil tendu entre l'archaïsme de notre métier que les gens viennent chercher, c'est cet archaïsme-là qu'ils viennent chercher, ce délicieusement désuet-là, mais nous, il faut qu'on soit très fort pour le faire savoir au milieu de gens qui travaillent pour Nespresso, pour Dyson, qui ont des budgets de communication énormes. Tu vois, ça c'est très compliqué. Notre meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Et là, ça dépend de 2 choses. La qualité de la pièce qu'on a choisie, ou du spectacle, et la qualité des interprètes. Une fois que des gens veulent venir, il y a comment on les accueille. C'est pour ça qu'il y a la gestion de la salle. Exactement. Et dans la gestion de la salle, il y a la gestion de la billetterie. Bien gérer la billetterie, parce que les gens, quand ils ont acheté une place, ils ont envie que le soir, quand ils arrivent, la place soit libre. Et puis ensuite, quand ils appellent ou quand ils réservent sur Internet, ils ont envie que ça soit clair. Ce qu'ils vont acheter, quel prix, quelle soirée, quel spectacle. Donc ça, c'est un suivi derrière, une usine à gaz. Vraiment. Parce que quand tu vends des places de spectacle, ça te paraît simple, mais pour qu'il y ait 2 places côte à côte, qu'il n'y ait pas de places séparées, que ça soit bien rempli devant et que les gens n'aillent pas s'installer derrière avant que le devant soit rempli, tout ça, c'est très compliqué en fait. Et après, il y a différents sites où on peut acheter et vendre la... Et là, il faut suivre tous les sites où on vend les places. Parce que si on a vendu la A1 sur Fnac, sur au billet, on ne va pas vendre la A1, il faut l'enlever. Donc ça s'appelle des réservoirs de place. Mais en même temps, s'il y a déjà 20 personnes au 3e, au 4e rang et qu'il n'y a personne sur les premiers rangs, ça va être nul. Donc c'est très compliqué. Et en plus, la façon dont on accueille au téléphone les spectateurs. C'est la première porte qu'ils ouvrent d'un théâtre, c'est quand ils appellent pour soit avoir des renseignements, soit réserver, soit juste confirmer une réservation. Il ne faut pas que ce soit « oui, alors quoi ?» Donc, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On joue même au téléphone. Ah oui, on joue le sourire. Et ils viennent pour passer un bon moment. Donc, dès qu'ils appellent, ils ont envie qu'ils soient accueillis pour ça. Voilà. À l'époque, la personne qui tenait la billetterie était la personne la plus riche du théâtre. Et pas forcément parce que l'argent qui est acheté pour une place, ça ne va pas à la personne qui a la billetterie. Mais souvent, on donnait un pourboire à la personne de la billetterie pour qu'elle vous réserve les bonnes places. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas, évidemment, puisqu'on passe tout par Internet, mais c'est un métier très technique. Voilà. Et après, il y a aussi un petit métier étudiant. Et oui, parce qu'une fois qu'on a téléphoné, qu'on a sa place, on va venir au théâtre. Et là, il faut être accueilli. Et là, il y a des jobs d'étudiants qui sont très chouettes. C'est les jobs d'ouvreuse. Alors nous, on appelle ça personnel d'accueil, parce que maintenant, il y a des garçons et des filles, et c'est très bien. Et dans ces personnels d'accueil, ce sont ce qu'on appelle des contrats d'usage. Les ouvreuses et les ouvreurs signent leur contrat en arrivant.
signent la fin du contrat en repartant. En arrivant à 5 heures et en partant à... Voilà, exactement. Donc, ils sont là pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, selon le temps qu'on leur demande de rester. Et ils vont aider les spectateurs à pénétrer la salle pour savoir où ils doivent être placés, les guider dans la salle, leur indiquer les toilettes s'ils en ont besoin. C'est un métier super pour un étudiant parce que c'est un métier de soir. Donc c'est un métier qui est très prisé et qui est un super job étudiant. On a évoqué plein de métiers avec toi, mais on n'a pas parlé d'argent. Qui finance tout ça? Alors, dans notre catégorie de théâtre privé, il y a le gérant, en l'occurrence c'est moi, mais il y a celui qui est mon épée au côté, c'est le directeur de prod, qui lui organise tout entre le personnel et qui coordonne tout le personnel, mais qui aussi organise toute la venue du public, la publicité, comment ça va être planifié, programmé, et qui fait le ratio entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Il me ramène toujours à la réalité organisationnelle, et les soirs, regarde la recette, m'envoie les recettes, en tant que gérant, en me disant, voilà, on a gagné, est-ce qu'on continue ce spectacle, est-ce qu'il nous rapporte assez? Maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble qu'il prend les décisions et il me dit « j'ai pris telle décision, est-ce que ça te va ?» Mais vraiment ça, le directeur de prod, c'est une épée au côté. Hein. Oui, bah, il faut. Hein. Voilà. Soit tu n'es pas artiste, ça arrive, il y a des directeurs et directrices qui ne sont que directeurs et directrices. Ils tiennent le rôle de directeur de prod, mais ils ont un metteur en scène ou une metteur en scène. Et moi qui suis metteur en scène en plus, ben, quand je suis dans un spectacle en train de faire... l'artistique, je ne m'occupe pas de la logistique derrière. Oui, oui. Merci Xavier du coup de nous avoir un peu expliqué, aiguillé tous ces métiers parce qu'on en a du coup une douzaine avec Camille. Oui, et puis je pense qu'il y en a plein d'autres. On en a parlé au moins 6-7, mais c'est ça. En fait on peut passer des heures et des heures à... J'ai parlé de ma réalité concrète, mais après plus on grandit dans les théâtres, plus on grandit dans les productions, plus il y a encore des sous-métiers. Oui. Alors quand je dis sous, c'est pas des métiers inférieurs, mais des sous-branches, voilà. Oui, voilà. Des sous-branches où il y a plein de métiers, mais dans notre réalité, nous, de petits théâtres privés, voilà en gros la douzaine de métiers essentiels. Ok, donc si vous aimez le théâtre, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux gens qui aiment le théâtre, qui peut-être voudront rentrer et travailler dans des théâtres. Et puis voilà, on se dit à la prochaine et puis n'oubliez pas de vous abonner.